Samedi 14 décembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, la communauté internationale salue la publication de la loi électorale dans le journal officiel Le Moniteur. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le corps groupe, il s'agit d'une étape importante dans l'organisation des élections en Haïti, une condition nécessaire pour le renforcement du processus démocratique et de l'état de droit. L'ambassade des États-Unis demande à toutes les instances concernées de travailler ensemble pour s'assurer que les élections soient libres, honnêtes et transparentes. L'agent exécutif intérimaire à Delma, Wilson Jeudi, dénonce l'article 57.1 de la loi électorale stipulant que les agents nommés à titre intérimaire dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections. Personne ne m'enlèvera le droit d'aller aux élections, a martelé Wilson Jeudi. Le Premier ministre Laurent Lamotte a visité vendredi les chantiers de construction de la villa d'accueil et de la nouvelle base devant loger le corps d'intervention et de maintien d'ordre. Ces travaux, financés par le Fonds Petro-Caribé, doivent coûter 6,5 millions de dollars américains. À l'étranger, la dépouille de Nelson Mandela est arrivée ce samedi à Kounou, le village de son enfance où il doit être enterré ce dimanche. Une émouvante cérémonie a été organisée par son parti, l'ANC, à Pretoria. L'archevêque Desmond Tutu affirme n'avoir pas été invité à assister aux obsèques, ce que dément la présidence sud-africaine. Carillonnement de cloches, drapeaux en berne et minutes de silence à la Maison-Blanche pour le premier anniversaire du massacre de Sandy Hook. Le président Barack Obama relance le plaidoyer en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu. Dans l'actualité sportive, toujours privé de Lionel Messi, le Barça a dominé Villarreal 2-1 grâce à un doublé du Brésilien Neymar. Le Barça compte désormais 5 points d'avance sur le Real Madrid qui a été accroché 2-2 à Osasuna. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La publication, le 10 décembre dernier, de la loi électorale dans le journal Le Moniteur est saluée par la communauté internationale. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le corps groupe, il s'agit d'une étape importante dans l'organisation des élections en Haïti, une condition nécessaire pour le renforcement du processus démocratique et de l'état de droit. Le corps groupe comprend notamment les ambassadeurs du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union européenne, le chargé d'affaires AI du Canada et le représentant spécial de l'Organisation des États américains. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis demande à toutes les instances concernées de travailler ensemble pour s'assurer que les élections soient libres, honnêtes et transparentes, ce qui permettra au pays d'avancer sur la voie de la démocratie. La stabilité politique d'Haïti favorise le développement continu du pays et améliore les conditions de vie du peuple haïtien. L'agent exécutif intérimaire à Delmar, Wilson Jeudi, dénonce l'article 57.1 de la loi électorale, stipulant que les agents nommés à titre intérimaire dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections. Le maire de Delma affirme qu'une telle mesure est contraire à la Constitution, qui interdit uniquement des citoyens qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante de prendre part aux élections. Personne ne m'enlèvera le droit d'aller aux élections, a martelé Wilson Jeudi. Je ne sais pas si on a pouvoir pour le faire, on bagaille que la Constitution va dire.
C'est-à-dire, même ils font bagaille que la Constitution va dire qui part en faveur. Ils rendent compte que ça a été dit, deuxième lundi de janvier, que le mandat est fini. Ils ont même qui votent, mais ils ont que la nécessité n'est pas bon. Ils ont porté correction, ils ont dit non, pas bon. C'est son violation avec maman mère pays, ça tout, qui dit que seulement on condamné en peine à fictive inflammation, seulement dans le cas où pas qu'à l'élection. Je ne peux pas jamais en prison. Si quelqu'un maire là qui est intérimaire, il est en prison, on va parler. Monsieur pas en prison, on va pas parler l'élection. Il est capable de dire tout ça, mais sauf empêcher à l'élection. Parce que la loi interdit, ça qui est fait en 2005 là, parce que c'est un consensus entre les partis politiques et le gouvernement qui c'est de facto alors. Il dit quel que soit le monde, si que ou là, ou t'es gros ou participer comme ministre, comme premier ministre, comme maire. À l'époque, ou pas participer à l'élection, son bagage qui était écrit bien avant, ou accepter parce qu'on te voulait. Mais à l'époque, c'est un gouvernement provisoire, mais c'est un gouvernement élu. Ça, c'est la différence. Tout à fait autre chose, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rendu vendredi à Delma 1A et à Bourdon où s'effectuent respectivement les travaux de construction du QG, du corps d'intervention et de maintien d'ordre et de reconstruction de la villa d'accueil. Ces travaux devraient s'achever en avril pour la villa d'accueil et en mars pour la base du CIMO, a indiqué le Premier ministre, ajoutant que 6,2 millions de dollars américains, dont 4,2 pour le bâtiment devant loger le corps spécialisé de la PNH, ont été investis pour la réalisation de ces chantiers confiés à la firme dominicaine Estrella. Les policiers pourront être logés dans un bâtiment moderne, comprenant notamment un dortoir devant accueillir 400 agents et une cafétéria. Et pour ce qui est de la villa d'accueil, elle sera équipée pour permettre au gouvernement de recevoir ses invités dans de bonnes conditions, a ajouté le Premier ministre. Journée aujourd'hui, nous venons état d'avancement villa d'accueil. Nous songeons que il y a moins qu'un an, il y a plus que 3000 personnes qui vivent en battante ici à la sous-site. Donc, le président Matélité fait promesse pour retirer tout le monde en battante. Nous retirons les gens en battante dans le site et le site là reconstruit, j'en ai en vent. Et la bral on villa d'accueil, il va bral on centre, enfin il va bral bureau primature encore parce que vu beauté édifice ça et nous juger que c'est un villa d'accueil pour lier par un bureau et pour primature bureau primature après des côtés lié la journée aujourd'hui et n'a bail l'état capacité pour l'accueillir monde pour l'accueillir dignitaire pour l'accueillir monde qui a visité pays. Nous connaissons grand pile dignitaire qui a visité pays et le gouvernement a pile difficulté des fois pour jouer une capacité d'accueil. Donc dans ce sens ça, building ça qui coûte l'État 2 millions de dollars et qui apparaît en avril 2014 encore un lot chantier qui fait pays à avancer. Le président te promet que la fait une base tout neuf pour Simoyo. Donc nous voyons que nous avançons en pile. Nous voyons que son base moderne qui répond à tous les critères pour mettre les policiers à l'aise pour faire travail. Nous avons dortoir, nous avons cafétéria, nous avons dortoir pour plus que 400 policiers. Nous avons cafétéria, nous avons gardé les conditions que les policiers nous vivent, que si nous vivons, journée aujourd'hui, eh bien ça a marqué un gros changement pour la police là. Nous connaissons que la police là est essentielle pour la sécurité du pays et pour la paix sociale dans le pays. Donc nous-mêmes avons fait ça capable. Nous avons une volonté pour nous aider les policiers, nous avons une volonté pour aider la police. Là, et c'est pour ça que nous avons un bel édifice qui a construit, mais son budget de 4,2 millions de dollars que nous investissons dans la sécurité pays là, à travers 6 mois que nous avons renforcé. L'Université Quisqueya a organisé mardi dernier une journée d'études à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Lors de cette journée d'études, une table ronde sur la décision 168-13 du tribunal dominicain a été tenue. Lors de son intervention, le juriste Montferrier Doval a fait ressortir le caractère anticonstitutionnel de la sentence du tribunal suprême dominicain qui, de plus, a-t-il dit, viole la Constitution, la Convention interaméricaine des droits humains à laquelle la République dominicaine est partie. Il y a lieu d'aller vers la Cour interaméricaine des droits humains dont les décisions s'imposent, estime Maître Dorval, soulignant que l'arrêt 168-13 du tribunal dominicain constitue une remise en cause du système interaméricain de protection des droits humains. La décision du 23 septembre 2013 du tribunal constitutionnel de la République dominicaine est contraire à la Constitution de 1966 en vigueur. Elle viole l'article, en effet, l'article 11 de cette Constitution.
à laquelle se réfère le tribunal constitutionnel pour fonder sa décision. Elle viole la jurisprudence de la Cour internationale des droits de l'homme sur le droit de la nationalité, fixée dans sa décision du 8 septembre 2005. La décision du tribunal constitutionnel viole la Convention américaine des droits de l'homme, à laquelle la République est partie. Depuis le 9 avril 1978, aucune décision politique ne peut abroger cette décision. À moins de modification de la Constitution. Je pense qu'il faut aller vers la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Là, on peut trouver la situation comme la décision de cette Cour s'oppose à tous les organes de l'État, comme dans le cadre de la décision de John Boussico. Si on laisse passer cette décision, ce sera la remise en cause du système interaméricain de protection des droits de la personne humaine. La République dominicaine ne peut pas ignorer qu'elle a dépouillé des citoyens de leur nationalité. Ce sont des citoyens qui deviennent des apatrides de fait, a dit le juriste Bernard Gousse, qui participait également à la table ronde. L'ex-ministre de la Justice rappelle qu'en fonction du jus Solis, les enfants nés de parents haïtiens en terre dominicaine devraient automatiquement bénéficier de la nationalité de ce pays. Mais comment prouver la nationalité haïtienne lorsque ces immigrés haïtiens sont spoliés, leurs effets personnels détruits, leurs papiers confisqués, lorsqu'ils sont victimes d'un odieux trafic transfrontalier, dépouillés de leurs documents, ce qui leur interdit de réclamer quoi que ce soit. Ils sont donc dépouillés de tout droit. Ils sont donc des apatrides de fait. Ils sont donc des apatrides de fait dont les enfants devraient pouvoir bénéficier du jus Solis. Car comment peuvent-ils, les pauvres, prouver leur nationalité haïtienne lorsqu'ils n'ont pas d'acte de naissance, lorsqu'on ne leur délivre pas des passeports, lorsque la carte d'identité n'est pas généralisée, lorsque les consulats à l'étranger ont souvent été plutôt des officines de mouchards ou aujourd'hui une agence pour l'emploi comme monnaie d'échange pour assurer un vote de confiance au Parlement. Le jus Solis dominicain doit donc leur être appliqué, puisque la nationalité haïtienne à laquelle on se réfère n'est pas une nationalité effective. Telle est la définition moderne de la notion d'apatridie. Donc, tel est le contexte normatif jusqu'à 2005, les années 2005, dans lequel s'insère le débat de cet après-midi. Dans l'explication de son vote, et je reviens à lui, le juge Conchado Trindade affirmait en 2005 le présent arrêt Jean et Boussico contre la République dominicaine de la CIDH constitue un avertissement pour la prohibition de pratiques administratives et de mesures législatives discriminatoires en matière de nationalité. Nous allons voir avec mon frère Dorval que l'État dominicain, quoique condamné en 2005, n'a point tenu compte de cet avertissement et qu'il a diaboliquement persévéré dans l'arrêt du tribunal constitutionnel qui sera soumis à l'analyse du professeur Dorval. L'écrivain canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière continue de recevoir les éloges de ses pairs après son élection à l'Académie française. Pour Gary Victor, Dany Laferrière est à la fois un grand écrivain et un humaniste qui l'a beaucoup encouragé. L'écrivain Gary Victor suivit des déclarations de Pierre Buteau et d'Elvire Maroir. Nous connaissons moi-même depuis le début. Dany et moi-même, ses amis, nous avons toujours appuyé, nous avons toujours aimé ça l'a fait. Et Dany, tout, c'était ce qui m'a pile tout. Premier moment je sorti à l'étranger, c'est Dany qui t'a encouragé, qui t'a soutenu pour me publier le premier roman à l'étranger. Donc Dany, c'est un monde spécial pour moi. C'est un monde qui a pile générosité, comme ça me dit là. Et c'est un monde qui toujours a encouragé l'autre monde. Donc je trouvais que c'est son gros bagaille, en plus que son grand écrivain. C'est un homme d'une grande générosité qui a un pile cœur. Et puis qui remet encourager les gens, trouver que c'est une belle récompense. C'est notre grand ami, sympathique, généreux, Dany Laferrière, auquel j'avais consacré un article sur l'Amérique de Dany Laferrière. C'est aussi la valeur ajoutée de Dany Laferrière, c'est de rester humain, accessible et d'avoir le sens de l'humour. C'est une porte aussi qui l'ouvre
non seulement à Haïti, mais à toute la communauté noire, puisque après Senghor, il n'y a plus de Noirs. Et ça fait très très longtemps. Donc si vous voulez, c'est un chemin qu'il a tissé pour tout le monde. Et nous devons inviter tous les autres écrivains à se réjouir avec lui. Je suis contente, en tant que petite sœur, du parcours exceptionnel de Dany Laferrière. C'est une bonne chose pour Haïti et ça permet jeunesse là, et jeunes haïtiens comprendre que pour arriver à la gloire, il y a des moyens beaucoup plus intéressants, c'est-à-dire la voie du travail. Du travail, surtout dans des domaines aussi complexes et difficiles que le champ intellectuel, là. Littérature, histoire et généralement sciences sociales. Pour qu'on connaisse, ce n'est pas battre tambour seulement, c'est pas. Il y a l'autre bagaille qui est bien intéressant capable de faire. Et je crois que c'est un bon bagaille qui vient à un bon moment pour Haïti, d'abord, et pour la jeunesse haïtienne surtout. Les responsables de la Sogebank ont procédé jeudi soir à l'illumination officielle du sapin de Noël à l'entrée du siège social de l'institution sur la route de Delma. Une cérémonie organisée en prélude à la réouverture de l'immeuble après 3 ans de réparation suite aux dommages subis lors du tremblement de terre de janvier 2010, a indiqué le PDG du groupe Sogebank. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de Delma, Wilson Jeudi, qui a salué les efforts du groupe Sogebank dans la perspective de la réouverture du siège social de l'institution dans sa commune. C'est avec plaisir que ce soir, je veux précéder notre entrée dans notre siège social, notre immeuble fétiche, que nous avons pu, après 3 ans d'efforts, terminer les réparations suite au tremblement de terre. Cet immeuble, nous sommes tellement fiers. Merci à vous tous. Je veux dire à mon bon sapin, tu vas allumer une fois pour toutes. Et tu ne vas jamais éteindre. Parce que le Dieu va nous assister de cette prière. Merci mon Dieu et merci à vous tous pour votre travail. La banque, merci. Parce qu'au nom de tous les Delmatiennes et de tous les Delmatiens, je vous dis merci. Que Dieu vous garde. Nous sommes à la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La communauté internationale salue la publication de la loi électorale dans le journal officiel Le Moniteur. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le Core Group, il s'agit d'une étape importante dans l'organisation des élections en Haïti, une condition nécessaire pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. L'ambassade des États-Unis demande à toutes les instances concernées de travailler ensemble pour s'assurer que les élections soient libres, honnêtes et transparentes. L'agent exécutif intérimaire à Delma, Wilson Jeudi, dénonce l'article 57.1 de la loi électorale, stipulant que les agents nommés à titre intérimaire dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections. Personne ne m'enlèvera le droit d'aller aux élections, a martelé Wilson Jeudi. Le Premier ministre Laurent Lamotte a visité vendredi les chantiers de construction de la villa d'accueil et la nouvelle base devant loger le corps d'intervention et de maintien d'ordre. Ces travaux financés par le fonds Petro-Caribé doivent coûter 6,5 millions de dollars. À l'étranger, la dépouille de Nelson Mandela est arrivée ce samedi à Kono, le village de son enfance où il doit être enterré ce dimanche. Une émouvante cérémonie a été organisée par son parti, l'ANC, à Pretoria. L'archevêque Desmond Tutu affirme n'avoir pas été invité à assister aux obsèques, ce que dément la présidence sud-africaine. Carillonnement de cloches, drapeaux en berne et minutes de silence à la Maison-Blanche pour le premier anniversaire du massacre de Sandy Hook. Le président Barack Obama relance le plaidoyer en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu. Dans l'actualité sportive, toujours privé de Lionel Messi blessé, le FC Barcelone a dominé Villarreal 2-1 grâce à un doublé du Brésilien Neymar. Le Barça compte désormais 5 points d'avance sur le Real Madrid qui a été accroché à Pamplona. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.